Donc, petite vidéo euh, pour comprendre un petit peu le principe de compromission sous Windows. Hein. Comment font les méchants et ça va être super utile. Donc, vous avez Sens, qui est un organisme, une fondation, qui forme les meilleurs experts en cybersécurité dans le monde. On va pas se mentir, ce sont des Américains. Et là, on va voir un de leurs petits Hunt Evil posters. Et donc voilà, les formations qui sont prodiguées par Sens, et ce sont les meilleurs au monde. On a le Fort 498, c'est donc tout ce qui est analyse du champ de bataille et acquisition des données. Là, je vous ai dit, la limite entre le militaire et le civil va devenir de plus en plus floue. Windows Forensic, FOR 500, Mac US Forensic, analyse forensique et incident response. On a quoi? On a l'Advanced Memory Forensic, donc analyse de la mémoire avancée et détection des menaces. Ça, c'est le FOR 526. On a le FOR 585, c'est tout ce qui est analyse des smartphones en profondeur. Comment faire parler les preuves quand on s'attaque à des smartphones de criminels ou de groupes terroristes. Ensuite, FOR 508, Incident Response, menace, euh, chasse des menaces, des malwares et analyse digitale forensique. Ok. Ensuite, on a le FOR 572, c'est tout ce qui est forensique sur les réseaux avancés, analyse et chasse également des menaces et incident response. Ensuite, on a le Cyber Threat Intelligence, donc c'est tout ce qui est renseignement au niveau des menaces cyber. Ok. On a le REM, et tout ce qui est malware analysis en Force 610. Et enfin, on a le hacker tool, technique, exploit et incident handling. Comment on va gérer les incidents et les outils des hackers, leurs techniques et les exploits associés. Donc, on a une partie au système d'exploitation et périphérique qui vont être faits de ce côté-là. Et là, c'est plutôt ce qu'on appelle l'embouchining de l'incident response, donc réponse suite à un incident, à une cyberattaque, et la face aux menaces. Ok. Donc, plus concrètement, connaître ce qui est normal dans Windows va vous permettre de comprendre en fait les indicateurs de compromission, les fameux IOC, qui vont vous mener vers la détection de malware potentiel. Vous devez utiliser ces informations que je vous présente là, que Sens vous présente, comme un référentiel en fait sur le fonctionnement normal de Windows. Et ça doit vraiment attirer votre attention et vous devez vraiment apprendre ça par cœur parce que ça va être les fondamentaux lors de la détection des menaces. Alors, comment ça se passe? Donc, process hacker, on récupère tout et on va revoir les processus. Allez voir mes vidéos sur Windows pour les nuls pour comprendre plus en détail. Ok. Donc le système, ok, il n'est pas généré par une image qui s'exécute. Il a aucun process par an. Nombre d'instances, une seule. Le compte utilisateur, c'est le local system et il se lance quand la machine démarre. Ok, le processus système est responsable pour gérer tous les threads qui sont au niveau du kernel mode, donc en bas niveau. Ces modules tournent sous l'acronyme système et il permet également de gérer les drivers primaires, les fameux fichiers .6. Et il est inclus dans différentes DLL en fait, qui s'exécutent au niveau du noyau, le kernel executable. Le plus connu, c'est le NTO SKRNL, qui est très critique. Ensuite, on a le SMS exe, ok? Donc ça, c'est le Session Manager Process ID qui est responsable en fait de créer de nouvelles sessions. La première instance crée des instances enfants pour chaque session et les instances enfants initialisent une nouvelle session au démarrage du, du Windows Subsystem qu'on appelle le CSRSS.exe et WinInit. Donc ça se fait au niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle la session 0. Et on a WinLogan.exe pour la session 1, et ensuite, eh ben, on monte plus en haut. Ça peut être session 2, 3, 4. Et ensuite, eh ben, tous les enfants s'autodétruisent, ils disparaissent, ils quittent. Ok. On a le WinInit,
Donc, WinInit, lui, il va démarrer tout ce qui est processus en tâche de fond, et c'est important de le connaître. On a le fameux aussi très important LSAS, ok, .exe, le Local Security Authority Process, et on a le Service Control Manager, service.exe, et quand il y a le Protection Guard qui est activé, on a le LSA ISO.exe. Donc tout ça, encore une fois, je vais rentre pas dans les détails, je vous ai tout expliqué dans mes vidéos sur Windows. Allez voir Windows pour les nuls. Service.exe, CRS.exe, pareil. Je reviens pas dessus, ça je vous l'ai expliqué. Alors, on va voir maintenant ce que je vous ai pas expliqué. C'est-à-dire, celui qu'on n'a pas vu en détail, c'est le LSA ISO. Donc lui, on a vu que il faut qu'il y ait le Protection Guard qui soit activé. Donc il est présent dans System 32. On a wininit.exe, c'est un parent. Nombre d'instances 0 ou 1. Il se lance avec le local system et il démarre quelques secondes après le démarrage de la machine, ce qui est logique. Donc, avec le credential guard, donc la protection des mots de passe, en fait, donc si cette fonction est activée, eh ben, ça va venir en complément de lsas.exe. Et on va avoir deux processus, en fait, lsas et lsa ISO. Donc, c'est les deux fonctionnalités qui permettent le plus de déléguer les rôles et de gérer les ACL au niveau des, des accréditations et des privilèges qui sont octroyés aux utilisateurs sur la machine via le processus LSA et via le processus LSAS. Ok. Donc ça permet de stocker de façon sûre et d'isoler en fait, les processus entre eux, de les compartimenter via une technique de virtualisation, de sandboxing. Et quand il y a une authentification à distance qui est requise, LSAS va fournir via des appels RPC et des proxys une connexion fiable via LSA ISO, histoire d'authentifier l'utilisateur et savoir quel service il veut utiliser à distance. Ok. Donc, s'il n'y a pas de Credential Guard qui est activé sur la machine, alors le LSA ISO ne tournera pas sur le système. Par contre, le LSAS sera tout le temps là. Ça, pareil, je vous ai montré, je vous ai montré, je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on revoit? On va revoir ce que je vous ai pas parlé, ou qu'on a vu que très brièvement. Le Runtime Broker, le Task Host STW et le WinLogan. Ok. Donc, WinInit, je vous en ai parlé. Runtime Broker, en fait, il agit comme un proxy. Vous savez que les nouvelles applications, en fait, s'appellent UWP, Universal Windows Platform, et vous pouvez les télécharger, ce qu'on appelle plus couramment les applications Metro, comme la nouvelle interface depuis Windows 8, et les UWP, vous ne pouvez pas les télécharger d'Internet. Vous les téléchargez uniquement à partir du store, du Windows Store, ok? Du Microsoft Store, ok? Donc ça va permettre de gérer et de faire des appels directement avec l'interface de programmation Windows et les applications Runtime Broker, donc UWP, ont des capacités limitées à interagir avec le hardware et le système de fichiers. Ça permet que si jamais vous téléchargez et que Windows malheureusement laisse une application qui est malicieuse sur son store, eh ben elle sera compartimentée et elle n'aura pas les accès pour faire des saloperies, en théorie. Donc, ça, c'est géré par le Runtime Broker. Par exemple, la calculatrice, calculator exe, eh ben, c'est Runtime Broker exe qui initialise le lancement. Ensuite, on a le Task Host W. Donc, lui, on peut en avoir plusieurs ou pas. Ça dépend combien il y a d'utilisateurs et de services locaux qui sont lancés sur la machine. Et en gros, c'est un hôte générique qui va lancer les processus pour des tâches Windows. À l'initialisation, en fait, il fait une boucle continue qui va attendre des événements, des trigger events, donc des événements déclencheurs. Ok. Par exemple, eh ben, il va initialiser une tâche qui est planifiée ou à la connexion d'un utilisateur, il y a un logon, user logon, ou au démarrage du système, ou si jamais par exemple le CPU est en idle, donc idle bah, qui il fait rien en fait, hein, il est en pending, il attend qu'on lui demande du travail, grosso modo. Ça peut s'activer aussi avec un événement Windows dans les logs. Si jamais, par exemple, un serveur est verrouillé,
ou déverrouiller, etc., etc., etc. Grosso modo, il y a 160 tâches préconfigurées dans Windows 10 Enterprise et certaines sont désactivées naturellement. Euh, et aussi, ça va permettre donc d'exécuter des fichiers, donc soit des DLL, des librairies, soit bah, des fichiers exe binaires compilés qui vont être utilisés par exemple pour des tâches planifiées signées par Microsoft. Ok? Donc, tout ça, on l'a vu ensemble. Maintenant, vous avez tout. Ça, vraiment, faut tout connaître par cœur, les gars. Faut vraiment, vraiment connaître tout ça. Maintenant, je vous parle tout le temps de pivotement latéral. Je vous parle tout le temps de euh, mouvement latéral. Ok? Ce qu'on appelle du lateral movement euh, en anglais. Donc, comment ça se passe? Et en quoi ça consiste surtout? Et ça, il faut bien comprendre. Il y a deux mouvements qu'on fait en tant que hacker. On fait d'abord mouvement latéral et ensuite on fait un mouvement vertical. Le vertical, vous savez qu'on appelle ça aussi une escalade de privilèges. On va élever nos privilèges de bas niveau à haut niveau et donc, eh ben, c'est un mouvement vertical. Ok? Donc, quand vous travaillez en blue teaming, en fait, et donc l'incident response, en fait, c'est quoi? C'est dès qu'il y a une menace qui est détectée, qu'il y a une cyberattaque qui a été détectée, on va mettre en place l'incident response. En fait, ce sont des équipes dédiées au sein du SOC. On verra plus tard ce qu'est un SOC et un SIM, un SIEM ou un SIM, SIM, ok? Mais en gros, c'est en blue teaming des équipes qui vont s'occuper de sécuriser les infrastructures, de détecter la menace, de la qualifier, de la quantifier et essayer de couper le réseau. On va, comment dire, couper tout ce qui est réseau parce qu'on ne veut pas que justement le serveur, les serveurs qui ont été piratés, qui ont été compromis, les machines qui ont été compromises, les systèmes d'information qui ont été compromis, les bases de données qui ont été compromis, les grappes de disques durs qui ont été compromises. On ne veut pas qu'il y ait de communication sortante, parce que très souvent, il y a un payload initial qui arrive, qui compromet la machine et qui va demander à un serveur de command and control, un C2C ou un C2, de futures instructions. Et il communique par Internet. Donc le premier truc à faire, c'est isoler le réseau. On va bloquer le réseau et on va isoler les machines d'Internet. On les coupe. On reste en intranet. Et même au niveau de l'intranet, on va mettre des pare-feux, on va tout bloquer. On va compartimenter au maximum. C'est comme dans un sous-marin, ça prend l'eau. Et ben si ça prend l'eau à la proue ou la poupe, et ben on va soit fermer à l'arrière, soit à l'avant, et on va isoler, voyez-le comme un tube, encore une fois, le sous-marin, eh ben c'est pareil, il y a plein de sas entre du début à la fin et on va compartimenter jusqu'à qu'on ait réglé les problèmes et stopper les voies d'eau pour un sous-marin. Nous, pour notre serveur, on va sécuriser chaque VLAN et s'assurer qu'il n'y a rien de bizarre avant de passer à une autre partie du réseau, une autre partie de l'architecture, une autre partie euh, de tout ce qui est compromis en fait. On fait vraiment étape par étape et on va faire plusieurs étapes. Et donc tout ça, toutes ces actions, c'est ce qu'on appelle bah, le threat hunting, parce qu'il faut détecter la menace. On va partir à sa chasse, essayer de comprendre comment on nous a piraté, quels sont les outils qui ont été utilisés, quel malware a été utilisé, quel ver a été utilisé, quel troyen a été utilisé, quel virus a été utilisé, et on va essayer de bah, corriger et bah, de réduire au maximum en un temps le plus court pour qu'il y ait une reprise des services en fait, hein, qu'il y ait une continuité de service. Donc c'est critique de comprendre comment les attaquants, les hackers, se déplacent au sein de votre réseau. C'est ce qu'on appelle le mouvement latéral. Et malheureusement, vous savez très bien qu'en entreprise, eh ben, de par la nature, la complexité des systèmes d'information ou des serveurs, des machines clientes, eh ben oui, on a besoin que les utilisateurs accèdent à différentes machines sur le réseau. Le problème, c'est que ça donne une capacité inhérente aux attaquants de se déplacer et se déplacer des fois de façon très furtive, et c'est le but d'un hacker, pour accomplir ses objectifs. Chaque adversaire, euh, qui soit bah, le plus newbies, le script qui dit, ou que ça soit les plus talentueux, travaillant pour les agences de renseignement, ils vont utiliser de toute façon une forme de déplacement latéral, une technique qui est utilisée durant une brèche. Donc on ouvre une brèche,
on ouvre une backdoor et à partir de là, on va se déplacer latéralement et utiliser des techniques et des tools. C'est ce qu'on appelle dans l'armée, en fait, les TPP, Technique and Procedure. Ok? Donc ça, c'est vraiment à connaître. On va utiliser du jargon militaire parce que, comme je vous ai dit, là, une partie de l'informatique est issue de la de l'armée. Hein. Faut pas se voiler la face. Faut arrêter d'être naïf. Donc, voilà comment ça va se passer et voir un petit peu, comprendre un petit peu donc les TPP, comme on dit en anglais et dans l'armée, donc les Techniques and Procedure. Donc, comment ça se passe? Grosso modo, eh ben, il faut agir au plus vite, savoir ce qui a été compromis et être le plus efficace. Parce que plus on va vite, plus on va couper l'herbe sous le pied de la partie attaquante et endiguer la cyberattaque. Le problème, c'est que si on va trop vite, on risque d'aller trop vite, justement, et de ne pas avoir le temps, de prendre le temps d'analyser tous les artefacts, toutes les preuves criminalistiques que vont nous laisser les hackers en faisant cette cyberattaque. Donc c'est un juste milieu en fait trouvé entre le temps, bien sûr, pour que les systèmes soient de nouveau up, pour que le client ne perde pas de l'argent, et en même temps, il faut une analyse forensique poussée pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est bien de remettre les systèmes d'équerre, si on a des sauvegardes, si on a des redondances, système matériel, mais si on n'a pas compris comment c'est fait le poulet, eh ben, il n'y a aucun intérêt. Donc le but, ça va être de faire de l'analyse forensique, ça va faire, euh, ça va être du threat hunting. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on va voir toutes ces étapes et c'est tout le temps comme ça. Donc déjà, on va récupérer toutes les logs, les 6 logs, ok? On va voir tous les événements qui ont été créés au niveau des processus, les sysmon, et récupérer tout ce qui est log system, qu'on appelle les syslogs, pour essayer de comprendre en fait quelles ont été les capacités de la part d'un attaquant et savoir si éventuellement il a laissé des traces grâce au login et à tous les traces que peuvent laisser un attaquant au sein des logs, des journaux d'événements et surtout ceux concernant la sécurité. Ça va nous permettre de mieux comprendre le déplacement latéral de notre attaquant. Et en espérant que ces logs n'ont pas été effacés, n'ont pas été réécrites, ou donc voilà. Faut pas oublier que l'attaquant, s'il n'est pas trop con, il va réécrire les logs, il va effacer les logs. C'est pour ça qu'on conseille tout le temps de ne pas enregistrer en local sur le serveur même les logs. Les logs sont exfiltrés sur d'autres serveurs que le hacker devra également compromettre si il veut effacer ses traces. Donc ça va lui compliquer la tâche. Ensuite, voir les artefacts sur les systèmes de fichiers. Donc on va faire du deep dive, donc c'est une analyse approfondie des techniques qui sont utilisées pour gérer les fichiers, les volumes shadow, donc tout ce qui est gestion au niveau des grappes de disque dur, les volumes qui sont agrégés dans les centres de données, dans les data centers, sur les serveurs. Vous avez plein de grappes de disque dur et on a ce qu'on appelle des volumes shadow. Ça, on va faire une analyse, on va faire une analyse des logs NTFS qui vont nous apprendre un peu plus et comprendre si on ne peut pas détecter, on a plein d'instruments pour détecter ces artefacts. Donc les artefacts, voyez-le comme toute trace qu'a laissé un attaquant lors d'une cyberattaque. Donc ça peut inclure par exemple la récupération des registres, savoir s'ils n'ont pas été modifiés, et bien sûr tout ce qui est log au niveau des événements, et tout ce qui est enregistrement, ok, au niveau des accès, etc., etc., etc. Donc, on va faire également une analyse de mémoire. On va dumper la mémoire et on va l'analyser. En effet, vous savez, également dans la mémoire, il peut y avoir des choses qui sont résidentes, qui sont résiduelles, des artefacts résiduels tournant en mémoire. Donc, on va faire une analyse de la mémoire et détecter des preuves qui a eu l'exécution éventuellement de choses compromettantes. Par exemple, des lignes de commande. On va auditer et on va dumper un processus qui s'appelle le con host en fait et qui va permettre de récupérer en fait la mémoire qui a été dumpée à un état, à une temporalité. C'est pour ça qu'il faut jamais couper une machine en fait
qui est compromise, parce que vous allez effacer les preuves qui sont sur la machine. Donc, on ne coupe jamais. Ça, c'est le premier réflexe. On a l'impression qu'on s'est fait pirater. Hop, on va couper son téléphone, on va couper son, son ordinateur, son serveur, en se disant, ouf, j'espère qu'il n'aura pas ouvert une connexion sortante vers le serveur de command and control et que, en gros, j'ai réglé le problème. Mais non, là, vous allez faire que détruire les preuves nécessaires pour comprendre comment vous avez été piraté. Donc, on isole du réseau, mais on laisse la machine, on ne la coupe jamais. Donc ça, c'est les règles de base en forensique, en analyse forensique, en criminalistique. Vous n'effacez jamais les preuves, sinon vous êtes trop con, en fait, hein. C'est le policier, c'est le gendarme, c'est le gars de la police scientifique ou des services de renseignement qui va lui-même faire une connerie et effacer les preuves. Ok? Donc ça, il faut surtout pas le faire. On travaille sur des copies, on travaille sur des copies mémoire. On a des espèces d'outils en fait qui permettent de connecter des grappes de disque dur et d'empêcher l'écriture sur les clusters de la bande magnétique du disque dur pour empêcher d'altérer. On ne veut aucunement altérer les données, données qui serviront de preuve lorsqu'il y aura des inculpations et qu'on passera dans la partie juridique. Ok? Euh, Parce qu'il y aura des procès, il y aura des personnes inculpées. Donc tout ça, le premier truc qu'on nous apprend, travailler sur des dumps mémoire, jamais travailler sur le système lui-même, travailler sur des copies, et on va virtualiser, on a plein de techniques pour faire de l'analyse forensique, en fait, hein. Ok, de l'analyse criminalistique. Donc, c'est pareil, on va essayer aussi de récupérer tout ce qui est recherche de mots-clés, et on sait qu'on a des choses qui sont sensibles, des processus qui sont sensibles, comme MSTSC, RDP-clip, etc., etc. Donc déjà, le remote access. Source, destination. Comment ça se passe? Eh ben, on a les event logs. Les event logs, comment ça se passe? Eh ben, on a des événements qu'on appelle des EVTX, ok? Et je vous dis toujours, regardez des codes d'erreur dans vos journaux d'événements. Le 46-48, par exemple, eh ben, c'est qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que le logon, il y a eu une connexion, en fait, avec des mots de passe différents, en fait, hein. Et il faut que le NLA soit activé sur notre serveur de destination. Et donc, on va savoir qui s'est connecté, quel utilisateur. Est-ce qu'il y a eu d'autres noms d'utilisateurs qui étaient méconnus avant? Est-ce qu'on a une adresse IP, un nom d'hôte? Et quel processus a été utilisé? C'est ce qu'on appelle les special login. Ok. Donc ça, c'est à vérifier absolument dans vos logs. Ensuite, on a le Microsoft Windows Terminal Services RDP Client Operational. Donc ça, c'est les codes d'erreur. Enfin, les ID, c'est pas des codes d'erreur, c'est des ID 1024. Donc là, on va avoir le destination hostname et le 1102 qui est l'adresse IP. Très très important. Ensuite, dans le registre. Dans le registre, on a quoi? On a les accès et les destinations qui sont gérées par utilisateur. Ça se trouve dans Software Microsoft Terminal Services Client Server. On a le Shimcache MSTSC qui gère tout ce qui est bureau à distance, que je vous conseille de bloquer sur votre machine. On a le BAMDAM, c'est la dernière, les temps d'exécution, donc de redatage au niveau toujours de MSTSC qui permet le bureau à distance. Ensuite, on a les Hive. Hive, c'est la ruche. Et on a la Mcache. C'est quand est-ce que a été exécuté le processus. Ça va nous permettre de savoir quand est-ce que la cyberattaque est arrivée. Ensuite, on a le User Assist. Donc tout ça, on va pouvoir connaître le nombre de temps qui a été exécutée la session, quand est-ce qu'elle s'est connectée pour la dernière fois, et éventuellement plus d'informations sur l'utilisateur, puisque l'utilisateur sera notre pirate, ou notre groupe de pirates. Ok? Et les applications qui ont été lancées récemment via le NT UserDat, on saura également qui a fait quoi, quels sont les différents subkeys qui ont été appelés. On a des clés, des sous-clés au niveau du registre et savoir éventuellement la destination des connexions et le nombre de fois pour lesquelles ils sont connectés. Ensuite, on a les files Simster, donc les jump lists qui vont permettre elles aussi de savoir quand est-ce que il y a eu des connexions au bureau à distance et combien de fois. Le prefetch qui enregistre tout, prefetch qui permet d'accélérer
En fait, le chargement des données en lancement de Windows, il y a des artefacts qui sont laissés dans le prefetch. Donc, il faut l'analyser. Et on a le bitmap cache, donc le cache bin, le BMC, où là également, on va avoir un cache qui enregistre tout ce qui se passe au niveau du terminal serveur client, le TSC, qui permet le bureau à distance sur un serveur. Ok. Donc ça, c'est toute la partie remote desktop, bureau à distance. Donc, passons dans cette partie. Donc maintenant, destination. Destination, eh ben, on va avoir tous les event logs, donc le 4624, donc c'est tout ce qui est connexion. Le 47 78 et 79 avec les adresses IP et le nom d'utilisateur. On va avoir le 131, avoir le nombre de tentatives de connexion, et le 98, super important, le nombre de connexions qui sont fructueuses. Si elles sont infructueuses, on sait que la personne est en train de faire une attaque brute force. Si elles sont fructueuses, on sait que son attaque de brute force a réussi. Donc éventuellement, on essaiera de bloquer les adresses IP qui font des tentatives d'attaque de force brute ou par dictionnaire sur nos machines. Et on a la partie Windows Terminal Services. Donc là, c'est pareil, on va récupérer des informations au niveau de la connexion, de l'IP, de l'utilisateur. Et si jamais il n'y a pas d'utilisateur, que c'est vide, ça veut dire qu'on a utilisé des sticky keys. Donc la technique des sticky keys, grosso modo, c'est qu'on va usurper euh, l'accès en renommant, par exemple, vous savez, quand vous lancez votre machine, avant de rentrer dans le mot de passe, vous pouvez faire Shift 5 fois. Chaque fois, c'est quoi? C'est le principe, c'est ce qu'on appelle les touches rémanescentes. C'est utilisé pour les personnes handicapées ou avec des déficiences et généralement, eh ben, ça va venir afficher les touches rémanentes. Sauf que on peut renommer l'exécutable qui s'appelle sethc.exe et le renommer avec cmd.exe. Et dans ce cas-là, même si on change le mot de passe, le hacker va appuyer 5 fois sur son clavier et au lieu de lancer les touches rémanentes sur la mire de connexion Windows, ça va exécuter cmd.exe, mais pire, ça va l'exécuter avec NT Authority, avec les comptes admin. Et là, il n'aura plus que faire un NT user astérix avec le nom de l'utilisateur pour réinitialiser le mot de passe et accéder à n'importe quelle machine. Ok. Cette technique peut être utilisée pour, pareil, rentrer sur votre ordinateur si on a un accès physique, ou ça permet, si vous avez oublié votre mot de passe, de le contourner. Mais ça, je vous ai déjà fait des vidéos, allez voir comment on pirate une mire de connexion Windows grâce aux sticky keys. Ensuite, on a quoi? On a une Microsoft Terminal Services Local Session. Pareil, les événements 21, 22, 25, 41. Encore plus d'informations sur les utilisateurs non autorisés qui se sont connectés à nos machines, que ce soit des clients ou des serveurs. Pareil, SIMCAF, AMCAF, ok, et Prefetch. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout ce qui est partage réseau, les Map Network Shares qui sont gérés par net.exe. On a par exemple le C$ ou le admin dollar que je vous conseille de bloquer, qu'on peut abuser grâce à PSExec, qu'on peut abuser grâce à d'autres outils d'administration qu'il va falloir bloquer. Et par défaut, ces partages sont activés sur la machine. Ok. Donc là, on va récupérer pareil, un 46-48 pour récupérer toutes les informations sur l'utilisateur. On a un 31001 et donc ça c'est tout ce qui est échec. Donc ça va nous mettre la puce à l'oreille. Les registres, on va avoir les réseaux, les shares réseaux qui sont mappés, les lecteurs réseau mappés, ok. On a pareil, ce qu'on a déjà vu, et les shellbags. Les shellbags, en gros, ce sont toutes les arborescences qui sont gérées par le user class date, qui sont accessibles au sein d'un réseau et qui peuvent être exploitées via des sessions interactives. Ça, on appelle ça des shellbags. Et on a aussi des artefacts qui seront laissés, puisqu'on aura des jump lists, on aura des raccourcis aussi qui peuvent être laissés par les attaquants quand ils se connectent à des fichiers réseau distants et via un RDP.
un accès interactif, bureau à distance. Donc, par exemple, on va avoir NetUseZ, le host, on va venir exploiter des partages, on va mettre le domaine, on va mettre le nom d'utilisateur et son mot de passe. Et ça va nous permettre d'accéder à des ressources distantes, à des machines distantes sur un domaine distant ou le même domaine. Ok. Donc ça, c'est la technique préférée pour faire du déplacement latéral quand on est hacker, en fait. Ok. Donc pareil, les événements log, on aura du TGT Granted. Pareil, ça va nous mettre à la puce à l'oreille. On sait qu'il va tester de faire des silver attacks, des golden tickets, des silver tickets, des share access. Donc tout ça, vous devez les apprendre par cœur et les rechercher. Ça sera des traces de compromission. Ok, vous ouvrez votre journal d'événements, vous allez dans la partie sécurité et vous faites filtre, et dans filtre, vous avez ID, et là, vous me mettez tout ça. 131, 98, 41, 22, 21, 25. Vous créez une règle custom, et tous les mois, sur votre PC à la maison, vous regardez toutes ces règles, vos filtres, et s'il y a un seul indicateur euh, de compromission, c'est qu'il faudra vraiment faire une enquête. Ça veut dire que votre machine s'est fait pirater. Ok. Donc tout ça, à voir. Certains ID, vous ne les trouverez pas parce que c'est utilisé comme une entreprise ou sur des serveurs Windows. Mais c'est bon de connaître tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, parce que tout est lié au NTLM, au share. Bah, vous lisez hein, comme moi, et c'est pareil. Quand on fait certaines actions, bah, des fois elles peuvent être furtives, autant que des fois elles peuvent être ce qu'on dit en anglais noisy, faire du bruit. Et quand on fait du bruit sur un système, quand on fait du bruit sur du réseau, parce qu'on scanne comme un port avec Nmap et qu'on n'a pas compris qu'il fallait être furtif, parce qu'on est trop con et qu'on pense être un putain de hacker, alors qu'on est finalement une grosse brêle, eh ben, voilà, ça va générer du bruit. Et tant mieux pour les équipes de Blue Team, d'Incident Response. Tout ça, ça va être du pain béni pour stopper les méchants hackers, ces méchants black. Ok. Et on va regarder aussi tout ce qui est file system. Ok. Est-ce que l'attaquant, ses fichiers, ses malwares ont été copiés? Combien de fois ils ont été copiés? Est-ce qu'ils ont été dupliqués? Où c'est qu'ils se trouvent dans le système, le serveur, le système d'information? Est-ce qu'ils ont été modifiés? Quand est-ce qu'ils ont été créés? L'eurodatage sera essentiel. C'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite monter tout un dossier et voir toute la temporalité pour comprendre l'ensemble, avoir une big picture de la cyberattaque et ensuite prouver par exemple que le hacker était bien chez lui devant son PC quand il y a un fichier qui a été modifié ou qui a été copié sur le serveur qui a été piraté. Et c'est comme ça que plein de gars se sont fait péter des hackers à cause de l'eurodatage. Vous savez qu'il y a le serveur temps, le NTP qui tourne, et votre machine doit être synchronisée avec le contrôleur de l'Active Directory pour pouvoir communiquer. Ça veut dire que rien que ça, l'eurodatage, vous vous connectez, vous piratez le système, et ben déjà vous avez un point d'entrée, certes, mais on vous a grillé à cause de l'eurodatage. Et si on peut prouver, après, on vous fout en prison, et pendant que vous êtes en prison, on récupère votre PC à la maison qui a permis de faire du piratage. Et là, on analyse, on fait de l'analyse forensique, et là, on va trouver toutes les logs, on va les trouver sur votre disque dur parce que vous avez laissé des artefacts et vous êtes un mauvais hacker. Vous n'avez même pas effacé les traces sur le serveur que vous avez piraté, et en plus, vous n'avez même pas effacé les traces sur votre propre PC. Donc, vous n'avez rien compris en fait. Vous êtes trop teubé, et ben on va vous niquer comme ça, vous allez aller en prison grâce à toutes ces traces. Et ça commence par un eurodatage précis qui va prouver qu'il y a corrélation entre le temps où le serveur a été piraté, vous étiez devant votre téléphone, vous étiez devant un PC. Et c'est comme ça qu'on vous fout en prison et qu'on prouve que c'est bien vous et que c'est pas Toto le hacker qui a piraté la machine. Ou les méchants chinois ou les black hats de Tor. Donc ensuite, on passe à quoi? On passe au RE. Le RE, c'est quoi? C'est le Remote Exit. Vraiment. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends rien, c'est brouillé. Ah bah non. Ouais, dis-moi, Attends, qu'est-ce que tu veux? on va rentrer. Ouais? Tu peux aller faire 3 minutes. C'est fait déjà. Ouais, ouais, ouais. Il a gagné. Ouais, ouais, je sais pas s'il a cagé, mais en tout cas, il est sorti. Je l'avais passé, pas sortir dehors. Oui, 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 on est allé aux Oliviers, je suis revenu, on est passé par le cross et je suis revenu. Allez.
Parce que j'aime pas le faire à 5 heures, ça me saoule là, je suis en plein dans mes cours. Et dis-moi, et pas d'habitation dans les pieds? Non, il y a rien, t'inquiète pas. Ouais, c'est bon. Allez, à tout à l'heure, À ciao. tout de suite. Allez, ciao. Donc, les RE, on a les event logs, on a le 46-48, ok? Donc c'est pareil, on va essayer de détecter tout ce qui est sécurité et compromission par un attaquant et essayer de l'identifier. On a le registre au niveau des sources, ok? Et on a, par exemple, l'exécution de PS exec, on sait qu'il peut être militarisé. Toutes les traces dans le prefetch, naturellement, PS exec, Mimikat, tous ces outils, Netcat, et j'en passe et des meilleurs. Et en effet, là, qu'est-ce qu'on a? On a une commande qui dit, bah, je vais utiliser PS exec qui est utilisé en administration, sauf que là, sur le 1 out, je lui dis, bah écoute, t'acceptes les end user agreements et tu me fais des petits paramètres un peu bizarres et tu vas venir me le charger le fichier evil.exe dans TMP. Donc, on verra que c'est bizarre. Et on peut passer de PSExec à un serveur PSExec où on peut renommer des binaires et on sait que bah, il va se passer des choses bizarres. On passe d'un PSExec à un PS SVC. Donc là, c'est le serveur. Là, c'est côté client. Client initialise une connexion en serveur. Donc là, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Côté destination, on a encore une fois toutes les informations qui essayent de corréler et d'identifier l'utilisateur. Est-ce qu'il a accédé à des shares par défaut comme le C$ ou l'admin dollar? Ok? Et est-ce que l'admin dollar, bah, il a été pété avec PS exec? Je vous redirige vers ma vidéo sécurisée Windows. Et avant que vous avez la suite. Ok? Donc tout ça, c'est voir tous ces identifiants. Il faut, pareil, vous créez une liste et il faut regarder tous ces artefacts. Ok? Ce qu'il n'y a pas eu bah, l'exécution de PS exec SVC. Là, on est côté serveur. Avant, on était côté client. Donc on est tout le temps source, destination. Ok? Donc ça, c'est important. Et est-ce qu'il n'y a pas eu le fameux "-e"? Là, "-e", on va demander la création d'un processus malveillant. Donc voilà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, ok? Donc là, est-ce qu'il y a un fichier evilexe qui a été pushé par psexec et qui s'est installé, par exemple, par défaut dans le share admin, ok? Donc ça, c'est bon à savoir. Et on a le logon specifying credential, le 46-48. Donc là, on passe dans la partie qui est tâche planifiée. Ok, une nouvelle strat. Là, il faut regarder ça, cet événement. Est-ce qu'il n'y a pas de processus qui ont été créés? Et là, par exemple, bah, sur le host, à 13 heures, on demande de lancer le programme evil.exe. On a la création via SCH Task qui permet de créer une tâche en ligne de commande. On lui demande de créer et de tronquer le nom et de charger notre ami evil.exe, l'exécuter une fois dans la clé de registre système, donc avec les droits système, et se lancer par exemple tous les 13 à 13 heures avec un nom d'utilisateur sur un hôte précis. Ok, donc là on aura une tâche planifiée, voir si dans le prefetch bah, il n'y a pas un hack qui pourrait nous mettre le puce à l'oreille et toujours bah, voir au niveau des tâches planifiées hein, comment ça se passe. Après, côté serveur, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va regarder tous les événements qui sont là, ok, toutes les tâches planifiées. Vous voyez il y a plein d'événements qui sont reliés à la planification de tâches, leur exécution, leur mise à jour, le fait qu'elles soient effacées, créées, modifiées, etc., etc. Au niveau du registre, ça se passe là, et au niveau du file système. On a ces deux points Windows Task, on a système 32 Task, et bah, essayer d'identifier si éventuellement il y a le nom de la source, le nom de la personne qui a créé. Ça va nous donner eh ben, de plus amples informations. Donc ça, c'est toute la partie tâche planifiée. Ensuite, on va voir la partie service. Donc, service, on aura quoi? Bah, le sc.exe, parce qu'on sait que c'est ce qui permet d'exécuter, d'arrêter, de redémarrer un service. Sc au start avec le nom du service, ou par exemple, eh ben, demander de créer un service qui va s'exécuter et qui va lancer notre evilexe dans le répertoire thème. Ok? Tout ça, c'est avec SC. Donc c'est pareil, SC
C'est utilisé en entreprise pour faire de l'administration système. Ça peut être militarisé par une partie adverse, attaquante, pour faire des choses malicieuses. Ok? On va regarder toutes les logs qui concernent les événements qui concernent le démarrage, le crash d'un service, son arrêt, son redémarrage ou le fait qu'il soit stoppé. Et si c'est un service à la demande ou en temps réel ou au démarrage. Tout ça, ça va nous mettre la puce à l'oreille. Ok, c'est pour ça que les logs doivent être redirigés vers un serveur central qui va gérer toutes les logs. Sinon, elles peuvent être effacées par un attaquant. Encore une fois. Donc tout ça, je vous ferai une vidéo comment bien paramétrer son Windows en fait, en mode paranoïaque. Ok? Parce que sinon, eh ben, par défaut, Windows n'enregistre pas certains événements et en fait, les cyberattaques sur votre PC vont passer, comme on dit, sous le radar. Elles vont être furtives, totalement furtives. Et vous avez l'impression d'avoir un bon PC parce qu'il est puissant, mais en fait, il y a une bonne partie de votre bande passante et de vos disques durs et de votre processeur qui sert à faire plein de choses. Miner du Bitcoin, faire des attaques via des botnets, du déni de service, et j'en passe et des meilleurs. Ok. Donc au niveau du registre, on va essayer de trouver tout ce qui est création de services récente et savoir si au niveau du SIM cache, on n'a pas des enregistrements ouais, de services bizarres, d'exécutables, de chargement de DLL au niveau des comptes de services euh, qui sortent de l'ordinateur. Ok. Et quand est-ce que ça a été exécuté pour la première fois? Est-ce qu'il y a eu des créations de services, par exemple evilexe ou evil.dll, et éventuellement, est-ce qu'on ne peut pas récupérer des artefacts, encore une fois, dans le prefetch. Ok. Ensuite, autre couche, le WMI et le WMIC. Ok. WMIC client, WMI PRSVCE, partie serveur. Ok. Donc, c'est quoi? Eh ben, on va essayer d'avoir la partie identification de l'utilisateur en 46-48. Dans le registre, eh ben, forcément, il n'y a pas eu l'utilisation de WMIC qui peut être militarisé aussi. Et on va demander de créer sur le nœud qui est le host, ça va être notre serveur. On va faire des appels processus et créer un fichier à nouveau qui s'appelle evil.exe. Et via du PowerShell, on va faire l'invoke méthode qui permet d'invoquer, qui permet d'appeler la méthode WMI qui permet, grosso modo, de créer un processus avec un nom d'ordinateur, une classe et un nom. Ouais, c'est un Win32. Là, on appelle la classe Win32 parce que la plupart des systèmes sous Windows ont la classe Win32. Un nom, là, ça sera evil.exe par exemple, et on va le créer avec l'argument, tu t'appelles evil.exe et tu vas venir t'installer dans ces deux points temp. Ok? Donc le prefetch, pareil, est-ce qu'il y aura des artefacts nous mettant sur la piste que WMIC a été utilisé? Les event logs, j'y reviens pas, c'est tout le temps la même chose, mais avec les ID précis qui vont là nous intéresser. Donc tout ce qui est le WMEI, Activity Operational, donc l'indicateur ton horodatage qui va peut-être nous fournir des informations sur les DLL qu'on a utilisés et s'il y a eu une action malicieuse au sein de WMI. Ok? Et éventuellement s'il y a eu des enregistrements temporaires ou permanents, donc deux types d'ID différents euh, qui ont été consommés entre guillemets par la partie attaquante. Ça peut être utilisé pour de la persistance, pour installer une porte dérobée, ok? Mais ça peut être également utilisé pour une RE, une remote execution. Donc il y a deux types de cas. On va chercher dans le registre tous ces indicateurs, par exemple, et la création au niveau des systèmes de fichiers. Est-ce qu'on n'a pas, par exemple, des fichiers MAF qui peuvent être gérés via le WMI ou des exécutables, encore une fois, qui seront résidents dans le prefetch ou des accès non autorisés au repo WMI, qui est très très sensible. Ok. Ensuite, donc vous voyez, c'est plein d'étapes et c'est des strates en fait, hein, et tout ça, il va falloir l'analyser. Maintenant, on passe à quoi?
On passe au PowerShell. Vous savez que le PowerShell peut être militarisé, ok? Donc les event logs, hein, le VS-Man, les sessions qui sont créées, tous les logins qui sont créés par le VS-Man, les sessions, tout ça va nous mettre le plus à l'oreille. L'exécution et les enregistrements au niveau de PowerShell.exe, naturellement. Dans le registre, est-ce qu'on va pas trouver des traces? Au niveau du système de fichiers, est-ce qu'il n'y a pas l'appel de fichiers PS1, qui sont l'extension des scripts PowerShell, ok, qui tourneraient par exemple toutes les 10 minutes ou toutes les 10 secondes et qui seraient résidents dans le prefetch. Très très mauvais. Ensuite, la commande history. On a la console host history.txt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, visiblement, on ait laissé des traces là-dedans par la partie adverse, malveillante, ou éventuellement, est-ce qu'on ne peut pas récupérer nous des informations, ou elle a cherché elle-même à récupérer des informations grâce aux commandes history. Et donc, ça permet à un attaquant de récupérer des commandes qu'a passé par exemple un administrateur, mais ça permet également à l'administrateur de savoir quelle commande a passé un hacker. Ok? Donc c'est dans les deux sens. Donc, enter PS session, computer name, et la fameuse invoke commande qui va permettre de faire plein de saloperies. Par exemple, bloquer des scripts ou débloquer des scripts et démarrer des processus, encore une fois. Là, notre fameux ctemp evil.exe, comme on le sait. Donc tout ça, il faudra regarder et on va voir les logs. Les logs, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des scripts qui ont été utilisés en fonction des différents ID? Est-ce qu'il n'y a pas eu un serveur remote host qui a démarré ou qui s'est arrêté, qui indiquerait que il y a une session via PowerShell qui a lancé ça, 400, 443, ou éventuellement du code partiel qui est inclus, code 800, des sessions qui ont été créées et des enregistrements au niveau de l'authentification des utilisateurs qui voudrait nous indiquer qu'on a bien été compromis et que il y a eu des accès via du PowerShell. Ok? Donc dans le registre, on va chercher des processus connus et voir si éventuellement l'attaquant n'a pas modifié les règles de sécurité au niveau de l'exécution en faisant un bypass. Bypass, c'est l'execution policy, ça dit à PowerShell d'exécuter n'importe quoi. On ne demande plus qu'il soit signé par Microsoft. C'est le premier truc que va faire un hacker. Il va passer en mode bypass, pouvoir contourner les systèmes de protection inhérents à PowerShell. Ok? Et ensuite, création de fichiers, c'est pareil. Est-ce qu'on a un Hunter PS Session qui va nous permettre de nous mettre la puce à l'oreille et savoir si un utilisateur à créer un profil en fait dans l'arborescence et éventuellement après bidouiller des fichiers exe ou pas. Pareil dans le prefetch. Donc tout ça, c'est vraiment des étapes qu'il faut connaître par cœur et c'est comme ça qu'on va découvrir les évidences, les preuves qu'il y a eu l'exécution d'un programme malicieux sur le système. On commence par le user assist. Donc on a des programmes qui sont assistés via l'interface graphique et qui sont lancés à partir du bureau et qui peuvent être enregistrés, suivis grâce au système Windows. Là, on a l'arborescence là, de la Hive. Le nt-user.hive, vous avez plein d'interrogations, enfin plein d'enregistrements qui sont faits, pardon, et on va chercher ces deux GUID en fait qui sont utilisés, c'est le shortcut file execution et l'execution file execution qui vont nous permettre de comprendre qu'un programme a bien été exécuté. Ensuite, on a quoi? On a le BAM, le Background Activity Moderator. Donc là, c'est les clés de registre. Et on sait que ça permet de fournir un chemin routier vers les fichiers d'exécutables qui tournent en fait sur le système et la dernière fois qu'ils ont été exécutés au niveau de l'eurodatage, ok, de la temporalité. Ensuite, Recent App, les applications récentes qui ont été lancées, tous les programmes qui s'exécutent sur Windows 10 par exemple, sont enregistrés dans les clés qui s'appellent Recent App Key. Vous les trouverez ici, ok, dans toujours nt-user-dat, ok. nt-user-dat, vous avez extrêmement d'informations que vous pourrez extrapoler, exfiltrer pour trouver des IOC, des traces de compromission. Ensuite, on a tous les guides et les keypoints qui sont reliés à une application récente. On a l'app ID, donc le nom de l'application avec son ID,
et la dernière fois qu'elle a été accédée et combien de fois elle a été exécutée. Ça va nous permettre de retracer les événements qui se sont déroulés. Ensuite, on a notre fameux Shimcache. Le Shimcache, c'est en fait la base de données qui gère la compatibilité entre les différentes applications Windows. Elle est utilisée par Windows pour identifier toutes les applications possibles. Ok. Et si jamais il y aurait des problèmes d'incompatibilité, c'est solutionné par ça. Donc pour ce faire, ça enregistre tous les noms d'exécutables, le nom, les fichiers, le poids, quand est-ce que ça a été modifié pour la dernière fois. Vous trouverez ça ici dans l'éditeur de registre. Ok. Donc son interprétation, putain, je vais y arriver, est très utile parce que ça permet de comprendre quel exécutable en fait s'est lancé et avec quelle clé. La clé va permettre d'identifier sur le système s'il y a un malware spécifique qui s'est lancé. En su, basé sur cette interprétation, c'est ce qu'on appelle du time-based. Donc on va se baser sur la temporalité pour retracer les événements et comprendre la cyberattaque. On sera capable de comprendre qui a fait quoi et à quelle heure, à quel moment, à quel instant T. Donc ça, c'est grâce au temps d'exécution quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a été modifié, quand est-ce que ça a été supprimé, etc., etc., etc. Donc il y a 1024 entrées dans Windows 7, 8, 10 et on peut récupérer un paquet d'informations. Par contre, le last update time n'existe pas sur les systèmes Windows 7, 8, 10. C'est réservé au Windows Server. Ensuite, les fameuses jump lists. Les jump lists, grosso modo, c'est tout ce qui est barre de tâches. Et ça permet en fait à l'utilisateur en fait de passer d'un outil à un autre, d'une application à un autre avec facilité. Donc ça enregistre également les fichiers médias qui ont été modifiés récemment et les tâches récentes. Ça vous espionne. C'est comme ça que Microsoft vous espionne. Il sait tout ce que vous faites sur votre Windows en temps et en heure. À la seconde près où vous faites quelque chose, Microsoft, bien avant les agences de renseignement, c'est Microsoft qui vous espionne. Et les agences de renseignement se servent de Microsoft pour vous espionner. Ça, c'est un fait. Donc, ça, c'est grâce au jump list, ok? Donc, toutes les données sont enregistrées et elles ont un fichier unique qui est accru, enfin, qui va stocker et qui va s'agrandir en fonction. Plus les actions seront importantes, plus il va venir stocker tout ça. Vous avez la clé de registre et on va voir le creation time, le last time of execution, savoir encore une fois sur la temporalité en fonction des app ID, donc le nom des applications et leur ID, on va pouvoir savoir qui fait quoi. Ok. Donc là, vous avez un super lien que je vous conseille. Ensuite, le fameux prefetch. Le prefetch à désactiver sur vos SSD parce qu'il écrit, il écrit, il écrit et il va créer de l'usure sur vos SSD. Donc désactivez-moi ce prefetch de malheur. Sinon, ça permet de précharger en fait les applications les plus utilisées. Windows va analyser, va espionner ce que vous faites et il va dire ok, au lancement de la machine, je vais charger une partie du code, donc preloading code et les pages, le page faulting, donc qui est couramment utilisé. Qu'est-ce que ça va faire quand vous allez lancer votre Microsoft, votre Word, ou vous allez lancer par exemple Firefox ou votre jeu à la mode, il va se charger beaucoup plus vite. Il va se lancer beaucoup plus vite parce que les pages mémoire auront été préchargées par Windows. C'est pour ça que Windows 10 utilise beaucoup de RAM. En fait, c'est pas qu'il est gourmand en RAM, c'est qu'il y a une bonne partie de votre RAM, au lieu qu'elle soit libre, elle est utilisée pour précharger tous vos programmes. C'est pour ça que sur Windows 7, vous avez peut-être c'est pas 3 Go qui est utilisé, 4 Go grand maximum. Si vous avez tous vos services qui tournent sur un Windows 10, on peut être à 5, 6, 7 Go d'utiliser. Mais c'est le principe même du fonctionnement de Windows 10, il va précharger grâce au prefetch, ok? Donc on a une limite de 128 fichiers sur Windows 7 et une limite 2024 à partir de Windows 8, ok? Donc c'est les fameux fichiers PF et on peut récupérer un paquet d'informations pareil pour savoir et retracer ce qui s'est passé. Interprétation des PF, donc le temps d'exécution, le nombre de programmes qui ont été exécutés, combien de fois, quel
équipement ou fichier a été géré par tel ou tel programme. L'horodatage qui va nous permettre de comprendre qui a fait quoi et combien de fois. Donc tout ça, c'est des indicateurs de compromission et ça va laisser extrêmement de tâches. Et ensuite, on a le Hive, la ruche, HVE, Lamcache. Lamcache, grosso modo, c'est une tâche qui est associée à l'Application Experience Service, qui est censé vous rendre des services et que votre Windows soit mieux configuré en fonction des besoins que vous avez. C'est ce qu'on appelle le programme Data User Updater de Microsoft. Et en fait, il utilise un fichier de registre qui s'appelle Lamcache pour enregistrer en fait des données lors des créations de process. Donc ça va permettre d'espionner, ça va permettre de faire du renseignement, ça va permettre de savoir exactement ce que vous faites et lors d'une cyberattaque, ça va nous donner extrêmement d'informations en interprétant les clés qui sont présentes dans les volumes GUID, ok? Et tout le monde a une cache, cherchez le vôtre, il sera présent. Et donc là, on va voir en fait tout ce qui a été exécuté, les chemins absolus, les modifications, les informations au niveau des volumes disques, des shadows, volumes aussi, et qui ont été exécutés en fait. Et qu'est-ce qu'on fait les disques durs? Et vous savez très bien que tout se passe sur les disques durs. Et bien sûr, je vous l'ai dit, en RAM, ce qui est chargé en RAM, tout ça, ça fera des traces de compromission, des indicateurs de compromission, des artefacts qui seront laissés lors d'une cyberattaque. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt, mais c'est vraiment les bases à connaître pour détecter une cyberattaque sur du Windows.